et bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai un peu bugué là sur cette intro, je sais pas pourquoi, mais un peu quand même parce que j'ai reçu, oh là là vous voyez tout, genre même mes claquettes et tout, rien qui va. J'ai reçu un colis et franchement j'ai commencé à voir un peu les stories sur Instagram, donc je pense savoir ce que c'est. En tout cas j'espère vraiment que c'est ça. J'ai jamais reçu le colis de la part des éditions Robert Laffont, donc j'ai une petite idée de quoi cela pourrait-il être. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Allez, ça commence bien. Ce que vous voyez juste avec cet indice là. Je suis tellement contente, mais vraiment, je vous jure. Tam tadam, tadadadam, tadam, tadadadam, tadam, tadadadam. Vraiment, c'est trop bien. Oh, il est super beau, il rend vachement bien en vrai. Alors, j'ai un petit mot. J'ai un petit mot. Et oui, Karine est vraiment super mignonne. Merci infiniment pour ta confiance, vraiment. Je suis ravie de recevoir ton nouveau roman qui s'intitule donc Retour à Sainte-Marie-Île, un Cozy Christmas Mystery. Karine Pitoki, je pense que vous pouvez peut-être la connaître sur sa saga Les rêves de nos mères, qui est pour l'instant une saga en 3 tomes, mais il me semble qu'elle est en train d'écrire le 4e tome. Et elle s'est lancée entre temps dans la rédaction d'un Cozy Mystery, ce qui change un peu voilà, de sa saga Les rêves de nos mères, qui est un peu une saga romanesque, historique, familiale, et donc ça change de genre, mais pourquoi pas, enfin j'ai envie de dire, il y a des auteurs-autrices comme ça qui sont bons dans plusieurs genres littéraires et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors je suis déjà en train de dégommer ce résumé. Je me suis volontairement laissé la surprise sur le résumé. Alors je savais qu'elle sortait une saga de Cozy Mystery, je connaissais le titre, etc. Elle a fait aussi un vrai teasing sur son compte Instagram avec la couverture qui est vraiment très très jolie. Pour le coup, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux en vrai que en photo. Je sais pas pourquoi. Alors c'est positif, hein, c'est un compliment, hein. Mais je sais pas, je la trouve vachement belle, hyper bien travaillée. Enfin, waouh, et puis même le dos, enfin tout est vraiment classe quoi. Et donc du coup, au niveau du résumé, on suit Joanne Brown, alors je suis désolée, la luminosité est en train de tomber, la scénariste de la série, suivie par toute l'Angleterre. Elle disparaît mystérieusement. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-tante Gladys. Les sœurs Macpherson, ses voisines septuagénaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle vraiment besoin que découle son... Je sais pas pourquoi j'ai rajouté 2 mots. Que déboule son ado de neveu exclu de son pensionnat et sa fantasque assistante. Et quand les vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar. Avec ses acolytes hauts en couleur, Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Sainte-Marie-Île. Il a l'air vraiment vraiment bien. Et alors la mise en page, je trouve, des éditions Robert Laffont est toujours très très agréable. C'est vraiment les meilleurs, je trouve, en matière de Cozy Mystery, ça c'est clair. La mise en page, elle est hyper chouette. Ah, c'est chouette, il y a vraiment une playlist et tout, une note sur la foi anglicane. Il est relativement court, hein, il fait un peu plus de 300 pages, mais il a l'air vachement chouette. Donc merci infiniment. J'arrive pas à le refaire. Ce sera une private joke avec Karine, mais j'arrive vraiment pas à le refaire. Je me suis dit je vais le refaire et puis après bon voilà. En tout cas ouais, j'espère saliver tout autant avec ce Cozy Christmas Mystery, Cozy Mystery qui a l'air hyper chouette. Je pense que voilà, bah forcément pour les fêtes de Noël ce sera parfait, j'ai trop hâte. Alors je pense par contre que je vais le lire plutôt début novembre, quelque chose comme ça, parce que là j'ai beaucoup de lectures de prévues, donc début novembre, mais il sera lu, je vais je pense le dégommer. J'ai hâte de voir la plume de Karine sur un Cozy Mystery, mais je pense que ça peut être génial, hein.
Je suis vraiment très curieuse de découvrir ça. Et bravo à elle parce que c'est pas facile je pense de sortir un livre qui est différent de son genre entre guillemets sous lequel en fait on est connu. Donc à savoir là bah, la saga Les Rêves de nos mères forcément. Ah mais elle a sorti déjà un livre, Toi seul, je savais pas. Toi seul aux éditions Lattès en 2019 et Emmenez-moi. Alors un collectif, je pense que ça doit être un recueil avec plusieurs auteurs chez Charleston en 2020. Trop cool, merci infiniment du coup à Karine pour l'envoi de ce roman et aux éditions Robert Laffont. Du coup j'ai vite me dépêcher de faire ma photo Insta, ma story Insta. Oh les gosh. Je la fais alors qu'il n'y a plus de lumière, j'ai honte mais j'espère que ça va bien rendre. Hello, nous sommes aujourd'hui mercredi soir et je vous reprends. Il fait chaud et je suis enrhumée parce que chaud, froid le matin, enfin c'est plutôt froid le matin puis chaud l'après-midi, ça me met complètement KO donc excusez ma voix nasillarde, ça doit être terrible pour vous. Je vous reviens rapidement avec 2 colis, alors il y a un achat et une réception et niveau lecture je suis toujours dans Café Engel de Anne Jacobs. Je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois, mais j'en suis page 258 sur 580, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en suis à la moitié environ. J'aime beaucoup, ça change complètement de la plume qu'a Anne Jacobs, je trouve, dans La Villa aux étoffes. On n'est pas du tout sur la même chose, même au niveau de la thématique. On est sur une saga familiale. Mais en même temps, elle aborde quand même beaucoup de sujets. On sent qu'elle a vraiment eu à cœur en tout cas de présenter l'après-Seconde Guerre mondiale et le quotidien en fait pour de nombreuses personnes en Allemagne. On suit ce café, donc le café Engel qui est dans la ville de alors j'arrive pas à la dire mais c'est... Voilà, Wiesbaden. On suit Hilde qui est un peu le personnage principal, mais en fait on alterne tellement de personnages que pour moi il n'y a pas vraiment de personnage principal. Alors que dans la 4e de couve, ils mettent que vraiment les 2 personnages principaux c'est Hilde et l'autre, comment elle s'appelle déjà, Luisa, voilà, sa cousine Luisa. Mais pour moi, je sais pas, là à la moitié du roman, il y a beaucoup en fait de personnages principaux. Il y a la famille de Hilde notamment, on a son père, sa mère, on alterne les points de vue. On a les habitants de l'immeuble en fait du café Engel qui font un peu partie de la famille, enfin vous voyez ce que je veux dire. On a pas mal d'histoires dans l'histoire, donc ça fait très série télé, hein, série à la Netflix clairement. Mais le fond reste vraiment dramatique parce qu'on est au tout début du récit, il me semble qu'on est au début, on est même avant la Seconde Guerre mondiale. On voit un petit peu la montée d'Hitler et puis d'un coup après on bascule pendant la guerre et ensuite là après la guerre. Et du coup c'est très intéressant, j'aime beaucoup ma lecture mais voilà, je manque de temps pour l'avancer. C'est juste que par rapport à une saga familiale classique, même si j'aime pas parler comme ça, comme si je compare par rapport à La Villa aux étoffes, le fond est quand même beaucoup plus difficile dans celui-ci, dans Café Engel. Et donc je me dépêche avant qu'il fasse nuit. On va commencer par ma réception du coup d'un colis des éditions de l'Archipel. C'est une maison d'édition, je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, avec laquelle je suis donc partenaire pour l'année 2024. Donc le partenariat, bon on va dire qu'il a commencé parce qu'ils m'ont envoyé voilà, des romans suite du coup à ma rencontre avec Kate McAllister au salon Lire en Poche. C'est aussi mon précédent vlog. Je sais pas, j'ai demandé aux éditions L'Archipel en tout cas le Palais des Mille Vents qui est une de ces sagas et du coup les éditions me l'ont gentiment envoyé, donc bon, je vous ai déjà spoilé le contenu mais on va l'ouvrir. C'est une enveloppe assez sympathique. Ok, alors oh c'est super gentil. Édition de l'Archipel, Instant suspendu, saison 3.
Donc là je pense que c'est le catalogue de leur collection Instant Suspendu que je regarderai. Nous avons un petit marque-page et donc nous avons, et non pas juste le tome 1 du coup de sa saga Le Palais des Mille Vents, mais j'ai également eu le tome 2, voilà, donc je suis très très contente. Moi j'avais à la base demandé juste le tome 1, mais voilà, Mylène des éditions de l'Archipel m'a dit mais écoute, je t'envoie les deux. Donc je suis ravie, merci beaucoup en tout cas pour cette réception. Super chouette, c'était je pense voilà, parmi les deux sagas entre La Vallée du Lotus Rose que je vous ai présenté, bah, qui est là, et celle-ci, c'est celle-ci qui me tentait le plus en fait. Donc voilà, je me suis permise en tout cas de demander, je suis très contente, ça a l'air d'être une saga juste incroyable. Et pour le pitch entre guillemets, on est en 1838 dans un petit peu la Russie impériale. Et on suit Morgan, un adolescent qui vit sous le joug de son père, un mercenaire. Il tombe amoureux d'une princesse mongole et on est un peu voilà, dans une saga comme ça romanesque. C'est totalement ma came, hein, concrètement j'adore. Et on les suit ensuite 10 ans plus tard où finalement Mora, alors Mora c'est une autre fillette voilà, qui est venue rejoindre son père, etc. Et on va du coup suivre son aventure dans la Russie impériale du 19e siècle, enfin oui, milieu du 19e siècle. Donc voilà, j'ai trop hâte en tout cas de lire cette saga. Donc les deux premiers tomes sont parus en poche et la parution du troisième tome est prévue pour l'année prochaine, je crois. Je crois que c'est ce qu'elle avait dit, Kate. Je ne sais plus, mais je crois que c'est l'année prochaine. Elle est encore en train de l'écrire. Voilà. Et alors, le deuxième colis, c'est un achat Vinted. Alors là, je pense que je vais perdre tout le monde parce qu'à mon avis, personne ne connaît cette duologie. Mais bon, voilà, je vous la présente quand même. C'est marrant parce qu'il a envoyé sous format papier bulle, enveloppe papier bulle, exactement comme les réceptions normales. Bon, en tout cas, c'est super bien emballé. Ah ouais, d'accord. Il y a une enveloppe papier bulle et en plus... Ah, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Du coup, je galère de ouf. Mais bon, c'est un roman que j'ai payé 1 € sur Vinted. Donc écoutez, ma foi, je ne vais pas me plaindre. Il n'est pas parfait, mais ma foi, je suis quand même très contente de cet achat. Il s'agit du coup d'un tome 2. La croisée des amants de Lucille Carameau. En fait, j'ai adoré le tome 1, publié initialement aux éditions France Loisirs, et je ne trouvais pas le tome 2, la parution du tome 2, donc celui-là était paru que aux éditions France Loisirs, et j'avais pas envie d'acheter le roman sur France Loisirs. Et pour l'anecdote, je suis tombée la semaine dernière sur un post en fait d'une librairie d'occasion que je suis sur les réseaux, et ils avaient celui-ci, et du coup ça m'a fait penser que j'avais lu le tome 1 du coup de cette saga, que j'avais vraiment adoré. Donc le tome 1 c'est le double serment du Templier, qui est un peu qui est un pur roman historique qui se passe à l'époque des Templiers, où on a une histoire d'amour, on a voilà, une vraie épopée fresque romanesque vraiment très intéressante. Et sur le coup en fait, quand j'ai vu le post, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit bah, c'est vrai que j'ai jamais lu le tome 2, alors que pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1, et donc je me suis mis à le chercher sur Vinted, et donc voilà le livre entre mes mains. Alors bon, il a jauni, mais pour 1 € très franchement je ne vais pas me plaindre. Et alors c'est un tome 2, je peux pas vous dire du coup vu que c'est un tome 2. Donc voilà, on a eu même une liste de personnages au tout début. Enfin pour le coup c'est un roman historique qui est très chouette, voilà, que j'avais lu il y a quelques années, que j'ai beaucoup aimé. Donc très contente. Voilà, très contente de cette réception achat. C'est plutôt un achat qu'une réception. Très cool. Voilà du coup pour mes petits colis du jour et puis mon objet de lecture que je viens de vous faire. Donc écoutez ma foi, je vous reprends plus tard.
Après une journée fatigante, rien de tel que ça. Un petit chat qui ronronne et mon livre qui est là. Un petit cœur. Oh nana, on adore. Voilà, 10 jours ont passé depuis effectivement ma dernière prise de parole ici. Le temps s'est enchaîné, voilà, tout va très vite. Je suis encore un petit peu enrhumée, mais bon, ça va, hein, c'est quand même mieux que lors des dernières séquences. J'ai dû donc mettre ma ring light effectivement parce que il fait nuit, on est dimanche soir et voilà, c'est plus agréable je pense pour vous. 10 jours ont passé et avec ça pas mal de lectures quand même, donc je suis contente de vous filmer. Alors si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée mais je peux pas plus limiter, j'ai un copain qui bricole pas mal. C'est un peu embêtant mais bon ma foi c'est comme ça. J'espère vraiment que vous n'allez pas entendre et je vais essayer de parler peut-être un peu plus fort pour pouvoir me faire entendre. Au niveau du coup de mes lectures, j'ai donc terminé Café Engel, j'ai tout mis là pour pouvoir rien oublier. J'ai donc terminé Café Engel de Anne Jacobs et je dois vous avouer que on est sur une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé en fait ce premier tome de saga familiale. Je reste quand même sur ce que je vous ai dit la dernière fois, à savoir que pour moi il y a quelques longueurs, ouais, au niveau des personnages, je me suis attachée à certains et pas à d'autres et je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a eu quelques longueurs à certains moments. Pour moi la deuxième moitié est plus intéressante que la première moitié. Ça reste un tome quand même très introductif, un premier tome de saga, donc à voir pour le tome 2, je pense que le tome 2 sera mieux, mais là je vous avoue que sur le tome 1, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, profond en fait. Enfin, ce qui était intéressant c'était d'avoir un petit peu le quotidien des civils allemands après la Seconde Guerre mondiale, toutes les répercussions que ça a eu dans leur quotidien, ça c'était vraiment très intéressant. Mais je vous avoue qu'au niveau des personnages, j'ai eu à certains moments un petit peu du mal, voilà, et puis même des petites longueurs dans les histoires, etc. On aurait aimé que, enfin moi j'aurais aimé que ça avance un peu plus vite. Donc voilà, je suis sur une très bonne lecture quand même, parce que dans l'ensemble c'est une vraie fresque historique et familiale qui est très chouette. Mais ouais, ça n'égale absolument pas La Villa aux étoffes. Pour moi, La Villa aux étoffes, bien sûr, est clairement au-dessus. Mais voilà, je suis quand même très contente de l'avoir découvert. Enfin d'avoir découvert cette saga. Ensuite, j'enchaîne un petit peu vite parce que je me dis bon j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai lu Éventre, qui est un recueil de poèmes qui est vraiment très très court, que j'avais reçu du coup de Steren Édition, la maison d'édition qui donc édite ces magnifiques livres, objets livres là. Et on est cette fois-ci un petit peu sur comment dire, un plaidoyer sur le ventre. Alors c'est un recueil de poèmes, donc c'est très particulier. Si vous n'aimez pas spécialement la poésie, je vous le conseille pas. Mais par contre, si vous appréciez voilà, la lecture de mots, je pense que ce recueil est assez intéressant. Donc ça a été écrit par Lucie Lelon, qui habite dans ma ville, donc je trouve ça assez chouette. On est sur une sorte de plaidoyer autour du ventre. J'ai envie de dire de l'estomac, mais de l'intestin, enfin vraiment de tout le ventre de manière générale. J'ai été assez touchée parce que je trouve que la plume de l'autrice est assez sensible. Alors j'ai l'impression que je dis ça sur toutes les poésies que je lis. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de vraiment très personnel, j'ai trouvé. Après, c'était aussi original dans la mesure où, voilà, lire un recueil de poèmes sur le ventre, vous vous en doutez, c'est vraiment tout l'appareil digestif, donc... voilà, je vous laisse imaginer avec les bruits, hop, plop,
burp, enfin voilà, on a vraiment tout, tout le lexique en tout cas autour du ventre qui est vraiment bien écrit dans ce recueil de poèmes. J'ai été assez interpellée à certains moments parce que l'autrice en fait nous fait nous interroger, voilà, je trouvais la bonne, nous fait nous interroger vraiment sur en tout cas les carcans aussi qu'il y a autour du ventre. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu parfois à le serrer ou à ne pas l'apprécier parce qu'il y a la petite bedaine, etc. Enfin, je trouvais que c'était assez chouette d'avoir en poésie toutes ces interrogations-là, tous ces questionnements-là autour du ventre. Ça m'a fait voilà, sourire parce que bah, c'est en tout cas quelque chose de notre corps auquel on ne pense pas tout de suite. Mais voilà, certaines personnes en tout cas ont peut-être je sais pas, quelque chose avec là, je trouve pas le mot, je suis désolée, un complexe voilà, avec leur ventre. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent de l'amener comme ça en poème et très original également. Donc j'ai bien aimé. Après ça se lit vraiment très vite, hein. Il fait une 50aine de pages là, ce petit recueil de poèmes. Donc c'était très chouette de pouvoir lire ce recueil de poèmes entre deux lectures. Ensuite, au niveau de lecture terminée également, je vous fais vraiment un update lecture là sur ces derniers jours. J'ai lu La femme périphérique de Sophie Pointurier. Je l'ai lu assez rapidement, je l'ai trouvé chouette mais pas incroyable. Ce roman du coup parle d'une histoire... En fait ça débute où on a un journaliste qui veut un petit peu faire un reportage sur une biographie sur la vie de Peter Wolf, qui est en fait un peintre extrêmement connu, extrêmement reconnu, qui a été dans les années 1990 et même encore aujourd'hui a connu un âge d'or. Voilà, il a fait plusieurs peintures très connues, très célèbres. Et notamment, donc on est en Allemagne, hein, il est allemand et vous vous en doutez, il vit à Berlin. On est dans les années, on retrace un peu sa vie, donc dans les années 80-90, avec évidemment tout le contexte historique qui va avec. En tout cas là, je crois qu'au début, on suit du coup ce journaliste, on est dans les, je sais plus, 2013, je crois que c'est ça. Et on est sur une vraie recherche en tout cas de Peter Wolf, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui l'ont vu, mais Philippe, du coup ce journaliste français, cherche absolument à le rencontrer, sauf qu'il rencontre Petra Wolf, qui est donc la femme de Peter. Et en fait il cherche absolument à rencontrer donc ce fameux Peter et évidemment il ne le trouve pas. Et à partir de là on se pose quand même pas mal de questions, à savoir également sur la personnalité de Petra. En même temps une espèce d'enquête qui se mêle parce qu'à un moment donné en fait il y a quelqu'un de je sais plus qui de New York qui va dire bon bah écoutez j'en ai marre, j'ai vraiment envie d'avoir Peter, enfin en tout cas d'avoir une interview de lui, et donc du coup il répond pas, ça m'agace, je vais le déclarer disparu. À partir de là en fait il va y avoir une enquête et je trouve qu'en fait ça a été bizarrement amené par l'autrice. Le sujet aurait pu être vraiment hyper intéressant et en fait elle s'est perdue un petit peu à mon sens dans voilà, au niveau de la construction du récit. J'ai pas trop accroché, je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. Au début on est focus donc sur ce personnage de Philippe, on se dit trop chouette, on va suivre le journaliste et tout, qui va essayer peut-être d'élucider ce mystère, et en fait non, tout de suite il part et tout de suite on part sur son assistante, puis après on part sur d'autres personnages et puis après on revient sur le personnage de Petra, qui effectivement, Petra Wolf est un personnage central de l'histoire bien sûr, la femme périphérique, vous vous en doutez, le titre. Mais je sais pas, on se perd. Après elle est avec son groupe d'amis, puis ensuite du coup avec la disparition de Peter elle va devoir répondre à des questions. On sent qu'il y a des lourds secrets qui entourent Petra et on se dit trop chouette, et en fait ça part un peu dans tous les sens et j'avoue que j'ai eu parfois un petit peu de mal à suivre, où je me suis dit bah mince, l'autrice explore une piste et puis en fait laisse tomber très rapidement pour s'attarder sur un autre personnage. On sent qu'elle veut quand même faire passer quelques messages, notamment sur toute la culture artistique de RDA à l'époque, donc avant la chute du mur de Berlin. Enfin,
voilà, c'est assez intéressant je trouve comme univers, mais elle se perd un petit peu à mon sens. Enfin voilà, j'ai eu des moments où je me suis dit oula, est-ce qu'on peut recentrer le sujet? Donc ma foi, dans l'ensemble j'ai bien aimé parce que vraiment jusqu'à la fin je me suis dit il y a un secret autour de Petra, on a envie de savoir, on a ce petit côté addictif, enfin ce petit côté secret qui nous donne un petit peu l'eau à la bouche. Et j'ai eu un petit côté addictif, mais l'ensemble ne m'a pas convaincue. Je me suis dit bah mince. Et puis en fait je me suis dit ça se trouve elle va finir par une fin. Enfin j'imaginais la fin et puis finalement la fin n'était pas celle que j'imaginais, mais du coup j'étais un peu déçue parce que je pensais vraiment qu'elle allait tourner son propos sur quelque chose de waouh quoi, quelque chose une révélation à la fin sur la disparition de Peter et tout, et en fait ça retombe un peu comme un soufflet. Enfin je sais pas, j'ai été un peu perdue par cette lecture, donc ma foi, une bonne lecture, mais qui franchement ne m'a pas transcendée, ne m'a pas convaincue du tout. Voilà, donc bien dans l'ensemble, mais voilà. En fait je sais pas, j'hésite entre bonne lecture et lecture mitigée, parce qu'au final, vous voyez cette lecture, je l'ai lue très rapidement, certes, mais je n'en garde pas un souvenir incroyable. Donc j'ai pas encore écrit ma chronique sur Instagram, donc je sais pas si je vais mettre bonne lecture ou lecture mitigée. Je suis entre deux là. Je suis voilà vraiment entre deux sur cette lecture. En tout cas c'est une courte lecture, hein, 300, un peu moins de 400 pages, donc 305, un peu moins de 350 pages, je vais y arriver. Et ensuite du coup sur mes lectures, désolée j'enchaîne vraiment cette update lecture, j'ai complètement zappé dans les précédents vlogs de vous faire un update lecture sur Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. À chaque fois voilà, je les mets là les livres en fait pour penser à vous les présenter. J'ai l'impression, alors je suis pas au stade de, je me souviens de Magdalena qui je sais fait des caisses, je crois elle a des caisses, elle met les livres dans les caisses quand elle les a finis, quand elle doit en parler sur YouTube etc. J'en suis pas encore à ce stade là parce que bon je lis beaucoup moins vite qu'elle, mais je dois vous avouer que ouais ça traînait là sur mes étagères depuis une semaine facile, et ça me force un petit peu à vous en parler, à prendre la caméra etc. Bref on s'en fout. Oui donc Le parfum du bonheur, ça faisait longtemps que du coup ça traînait sur mes étagères et je sais pas pourquoi, j'oubliais continuellement de vous faire mon ressenti, enfin mon update final sur cette lecture qui a été une lecture donc audio, qui est dans l'ensemble d'une bonne lecture, mais je sais pas, j'ai retrouvé à certains moments la sensibilité de la plume de Virginie Grimaldi, où on suit du coup cette fameuse Pauline qui va divorcer, enfin du moins son mari veut le divorce, et suite à ça effectivement elle va tomber en dépression et elle va se remémorer en fait tous les moments qu'elle a eu de mariage en fait avec son mari, et c'est assez triste hein, quand même, c'est un roman que je trouve vraiment très triste. À un moment donné, je crois que j'en avais parlé, il y a eu un twist vers le milieu du récit qui, je me suis dit allez je vais vraiment changer la donne. Sur le coup j'ai été très émue et je me suis dit ouais ça y est on part sur une très bonne lecture, et puis après je trouve que c'est redescendu un petit peu. Dans l'ensemble voilà, j'ai pas été méga emballée. Je sais pas, j'ai retrouvé l'humour de Virginie Grimaldi, sa sensibilité etc, mais je pense que le sujet ne me parle pas, et à mon avis c'est ça. je pense que c'est pour ça. J'aurais été voilà, une femme divorcée ou en instance de divorce ou même mariée, je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup plus touchée. Donc là sur le coup voilà, je pense qu'à mon avis je l'ai pas lu au bon moment. Peut-être ça aussi. Donc voilà, je voulais vous faire mon avis final brièvement sur donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Dans l'ensemble c'est une bonne lecture quand même hein. Tout n'est pas négatif, j'ai l'impression de vous faire que des trucs négatifs mais pas du tout. Et en lecture audio,
Actuellement, je suis dans Code 93 d'Olivier Norek. Alors, je sais plus si vous en ai parlé ou pas, mais je suis à un peu plus de la moitié. Et ça, pour le coup, c'est une très bonne lecture. J'aime beaucoup. C'est très prenant, c'est très intéressant. Je savais... Alors, enfin, j'ai déjà lu Olivier Norek. Je l'ai découvert avec Surface, que j'avais adoré. C'est presque un coup de cœur. Enfin, franchement, Surface, c'était génial. Et là, je retrouve la plume d'Olivier Norek en effectivement un peu moins, à mon sens, travaillée que dans Surface, très brute, mais je trouve que ça va hyper bien avec la thématique où on suit du coup le capitaine Coste qui travaille à la SRPJ, oui c'est ça, la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, effectivement, dans le 93 donc, et on le suit, il y a un homicide très particulier avec une personne voilà, qui a été à moitié brûlée, enfin c'est chelou. Et bah, je peux pas trop vous en dire parce que vraiment c'est au tout début, mais disons qu'il y a voilà, le corps d'un jeune toxico qui est mort de brûlure inexplicable, très chelou l'affaire, et puis finalement il y a des lettres anonymes qui apparaissent avec ce fameux code 93. On se dit oulala, les affaires en fait prennent une dimension très particulière où finalement on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd et gros que juste le quotidien de flic qu'il a. On sent que aussi le capitaine Coste a un passif, je vous laisserai découvrir lequel. Donc en fait, il y a vraiment tous les ingrédients pour en faire une vraie saga. Je sais que c'est une saga, bien sûr, mais je trouve qu'il est assez introductif, ce tome, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'addiction, en fait. J'ai vraiment envie de savoir la fin. Alors, j'ai pas trop le temps d'écouter ma lecture, là, en audio, mais un peu plus de la moitié, je vous jure, je suis à fond dedans. Donc, on part sur une très bonne lecture. Je trouve que vraiment c'est hyper bien maîtrisé au niveau du sujet. Bon, forcément je sais aussi qu'Olivier Norek c'était donc son ancien job, mais il y a également je sais pas, la construction du récit qui est assez intéressante, encore une fois bien maîtrisée. Enfin vraiment je suis fan, pour l'instant je suis vraiment très fan de Code 93, à voir la fin. Mais j'aime beaucoup, et en plus il y a un peu d'humour à l'intérieur de ce roman que je trouve très appréciable, qui allège forcément un petit peu cette ambiance lourde. Donc très belle découverte, je pensais pas autant apprécier, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de retours sur Code 93, comme quoi c'était le premier roman d'Olivier Norek et que c'était très brut au niveau de la plume, etc. Bah, moi je trouve pas, je trouve qu'au contraire ça va bien dans le style, et je trouve qu'on est de suite embarqué, de suite plongé dans l'univers, et très chouette, très chouette. Je suis désolée, je sens ma voix partir en cacahuète, c'est terrible. Donc voilà pour mes lectures terminées, et très récemment, c'est-à-dire il y a une demi-heure, j'ai donc terminé une autre lecture. Alors je vous mets la photo juste ici parce que je l'ai lu sur liseuse. Il s'agit donc de Reykjavik de Ragnar Jonasson et Catherine Jacobsdottir, je crois, publié aux éditions donc de La Martinière, et c'était vraiment un pur polar islandais qui se déroule sur plusieurs siècles, mais on est quand même principalement dans les années 80, en 1986, donc dans les années 80. Et c'était très intéressant parce qu'en fait on suit un peu l'enquête sur la disparition de Lara. Il y a une petite île qui s'appelle Vidé au large de Reykjavik où la jeune fille aurait disparu 50 ans auparavant, donc dans les années 40, même plus, dans les années 50 pardon, donc 30 ans auparavant. Et j'ai beaucoup aimé en fait, très bonne lecture, j'ai adoré retrouver la plume de Ragnar, même si je sais que ça a été écrit à 4 mains. Je trouve qu'on retrouve un peu sa plume et sa patte, puis même dans la résolution de l'enquête, etc. On suit deux personnages principaux qui sont donc Suna et... ça c'est Auguste Quignol, et Valdur, frère et sœur, donc sœur et frère. Et vraiment c'était super intéressant, super chouette. J'ai adoré cette ambiance un peu glaçante, glaciale, c'est pas vraiment un thriller, c'est plus un polar quand même islandais. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était
hyper intéressant, très bien documenté aussi, parce qu'en fait on a en même temps en arrière-plan l'actualité de l'Islande et de Reykjavik en 1986 qui se mélange, voilà, à cette affaire de disparition qui va prendre évidemment forcément pas mal d'importance. On n'est pas centré sur l'île de Vidé, c'est vraiment, l'île de Vidé est un peu le fond de l'histoire. On est vraiment centré sur quand même Reykjavik et différents personnages qui vont donc évoluer. On est un peu dans le milieu des affaires avec certains hommes politiques, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié, franchement très chouette découverte. Un bon polar islandais voilà, qui me manquait un petit peu je trouve en ce moment dans mes lectures. Donc j'ai adoré Reykjavik, je vous le conseille si il vous tente. Voilà pour moi pour ce vlog. Je suis désolée, je suis un peu dans le speed et tout, mais voilà, je vais arrêter ici en tout cas le vlog. J'espère qu'il vous aura plu malgré mon update lecture très rapide enfin. J'espère que vous avez pu découvrir quelques titres également qui vous tentent. Et puis moi du coup je vous retrouve bientôt j'espère dans une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. N'hésitez pas comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.